Je vais inaugurer le module de pneumophysiologie par un cours de tuberculose, qui est la primo-infection tuberculeuse. Donc, Madame Fouté, blé flash. c'est le plan de travail. On commence par des généralités. C'est quoi la primo-infection? C'est quoi la tuberculose? C'est quoi le germe responsable? Et puis, on va parler sur la bactériologie, un petit rappel, le mode de transmission de la bactérie, sa physiopathe, un petit rappel sur l'immunité et l'allergie tuberculeuse. Et on va entamer directement la primo-infection tuberculeuse. Il y a deux formes de la primo-infection tuberculeuse, la forme latente et la forme patente. L'évolution de la pathologie, on a évolution précoce et évolution tardive. On fait quand même le diagnostic différentiel et on va terminer par traitement et prévention. Généralité, c'est quoi la tuberculose? La tuberculose, c'est une maladie très fréquente, surtout dans les pays en voie de développement. Elle est due à une mycobactérie qui a découvert le bacille tuberculose, donc c'est le Robert Koch. Il a découvert ce bacille en 1882. Les différents types de mycobactéries. Donc, comme on a dit déjà, la tuberculose est due à une mycobactérie. Et on a trois types de mycobactéries responsables. On a le Mycobacterium africanum, le Mycobacterium bovis et le Mycobacterium tuberculosis, qui est le bacille de Koch. C'est le mycobacterium le plus fréquemment incriminé dans la pathologie de la tuberculose. Les caractéristiques de ce bacille de Koch: il est aérobie strict, il est immobile, sensible à la chaleur, à la lumière, aux ultraviolets. Il est sensible aussi à l'alcool, mais il est résistant. Il est résistant aux détergents, il est résistant aux désinfectants. Il peut persister dans les surfaces desséchées et dans le froid pendant plusieurs mois. La mise en évidence du BK, donc un petit rappel. Normalement, vous allez faire ce cours dans la tuberculose pulmonaire commune. Mais je veux inaugurer quand même pour un petit rappel sur la tuberculose. Donc, la mise en évidence de ce bacille par microscope optique, donc, c'est comme vous voyez dans l'image. Donc, c'est des bâtonnets rouges coloré par l'acide fichier en rouge. Il est acido-alcoolo résistant. Il se colore en rouge par la fichine, mais ne se décolore pas par l'acide nitrique ni par l'alcool. Il est coloré par la coloration spéciale qui est coloration de Ziel-Nelson. C'est l'aspect macroscopique. En culture, comme vous voyez, donc l'aspect verruqueux de couleur beige. Quoique ce BK, il cultive très lentement. C'est pour ça qu'on insiste sur la culture de ce bacille. La culture, donc, on la demande en 28 jours, 42 jours et 90 jours. Il se cultive très lentement et c'est ça la particularité du bacille de tuberculose. La transmission de l'infection tuberculeuse, elle est également par voie aérienne, par les gouttelettes de salive. Le réservoir est pratiquement humain. Exceptionnellement, le réservoir, c'est l'animal. Exceptionnellement, le mode de transmission se fera par voie cutanée, par voie cutanéo-muqueuse. Les conditions de transmission. Pour que le BK se transmette d'un sujet à un autre, il faut que le contact soit étroit et répété. Le nombre élevé de BK éliminé, c'est-à-dire le malade élimine un nombre très élevé de BK. Troisième condition, c'est des accès de tout répétés. La physiopathe, donc, elle est très simple. Donc, j'ai essayé de schématiser un petit peu la physiopathe. Donc, vous avez le paragraphe complet, la polycope. Ici, pour bien comprendre la physiopathe, j'ai essayé de faire un schéma. Donc, le BK, il est véhiculé par les gouttelettes de salive vers les poumons. Il va se multiplier pendant 15 à 21 jours dans les poumons. Et puis, par la suite, il va être phagocyté par les macrophages alvéolaires. Donc, il y en a une inflammation non spécifique. La première réaction immunitaire vers un BK, donc c'est une inflammation non spécifique. Le départ, c'est une inflammation non spécifique.
Par la suite, il va être attrapé par les ganglions lymphatiques du poumon régionaux. Il va former un chancre d'inoculation. C'est quoi le chancre d'inoculation? C'est l'association du BK avec les ganglions lymphatiques. On s'appelle le chancre d'inoculation. Par la suite, ils vont être transportés par le sang vers les autres organes, vers le poumon. On a une tuberculose pulmonaire et vers les organes extrapulmonaires, donc la tuberculose extrapulmonaire. À ce moment-là, après 3e semaine, que la réaction immunitaire va intervenir. Elle essaye de freiner la dissémination de la tuberculose. Au début, un sujet en bonne immunité, il va faire la tuberculose pulmonaire et extrapulmonaire. C'est à partir de la 3e semaine que son réaction immunitaire va être développée. Et elle va essayer d'arrêter la dissémination de la tuberculose ou bien la dispersion du BK dans notre organisme. Et c'est ça l'essentiel dans le cours de la primo-infection tuberculeuse. Donc la réaction immunitaire va prendre un temps de 3 semaines, au maximum 3 semaines pour qu'elle se développe. Au début, donc il y a une dissémination du BK dans tout l'organisme. Après 3e semaine, c'est la réaction immunitaire qui va être développée. Par la suite, si notre corps il a une bonne immunité, donc cette réaction immunitaire va réussir de freiner la dissémination de la tuberculose et on a 2 probabilités, soit la guérison, soit des séquelles. Si notre immunité est faillite par différents facteurs, et on a le développement de la tuberculose maladie. Et c'est ça la différence entre la primo-infection et la tuberculose maladie. Le chapitre d'immunité et l'allergie, donc c'est quoi l'immunité? J'ai déjà parlé de l'immunité, donc l'immunité, donc elle se développe vers 15e au maximum 3 semaines. Donc les anticorps portés par ces lymphocytes, donc ils vont attaquer les bacilles de tuberculose pour éviter la dispersion et la dissémination de la tuberculose dans notre organisme. Et cela c'est bien illustré par le phénomène de Koch. Le phénomène de Koch a prouvé que l'immunité de la tuberculose est une immunité acquise. C'est quoi le phénomène de Koch? Le phénomène de Koch, on va injecter des bacilles tuberculeux à un organisme déjà fait une tuberculose pour voir la réaction de cet organisme vers les bacilles tuberculeux nouvellement introduits dans son organisme. Donc, l'introduction de ce bacille dans cet organisme préalablement tuberculé produit une réaction inflammatoire locale précoce, sans atteinte ganglionnaire. Donc la deuxième réaction immunitaire, elle est plus rapide et plus précoce par rapport à la première fois. Donc cette réaction se développe très rapidement pour éviter la dissémination de ce bacille. Donc la vaccination par le BCG, c'est un deuxième phénomène qui illustre bien cette immunité acquise. Donc un sujet vacciné mieux qu'un sujet non vacciné. Donc un sujet vacciné, il a déjà une immunité contre le tuberculose. L'organisme déjà, il connaît le BK. Lors de la deuxième introduction de BK, donc il va y avoir une immunité plus rapide. L'allergie tuberculinique. C'est quoi l'allergie tuberculinique? Presque c'est le même mécanisme. Donc c'est une hypersensibilité tuberculinique. Elle apparaît après une phase de latence clinique dite phase anti-allergique, c'est-à-dire la phase avant le développement de l'allergie. C'est une phase asymptomatique. Cette phase anti-allergique de 3 à 12 semaines après le contact infectant. Les caractéristiques de cette allergie tuberculinique ou bien l'hypersensibilité, elle est spécifique vis-à-vis aux bacilles tuberculeux, bacilles de Koch. Elle est retardée. Elle n'apparaît qu'après une certaine durée de 5 à 6 heures, le maximum 24 à 48 heures. Elle est donc en médiation cellulaire. Elle ne peut être transmise que par du sérum. Donc elle est cellulaire. C'est l'allergie tuberculinique. Donc l'intradermo-réaction, vous connaissez les DR, c'est quoi? Donc c'est l'intradermo-réaction à la tuberculinique. C'est un test rapide. C'est un test rapide pour illustrer l'allergie, pour voir est-ce que le sujet est infecté ou non. Donc c'est un intradermo-réaction, comme son nom l'indique. Donc c'est un test qui fait au niveau de la région intradermique, c'est l'injection intradermique de tuberculine. La lecture se fait 48-72 heures. Le résultat, donc, on y a
il y en a un érythème plus papule. Donc, on va mesurer le papule. C'est quoi? C'est pas l'érythème. On va mesurer uniquement le papule pour interpréter les résultats. Comme récapitulation de ce chapitre, l'immunité, elle est illustrée par vaccination, l'allergie illustrée par l'IDR à la tuberculose. C'est l'essentiel de ce chapitre. C'est immunité, vaccination, allergie, c'est l'IDR. Donc, on va parler sur la primo-infection tuberculeuse. Donc, la primo-infection tuberculeuse, donc c'est l'ensemble des signes cliniques, biologiques, radiologiques, en rapport avec le premier contact de BK dans un organisme neuf. C'est-à-dire quoi neuf? Donc neuf, il n'a jamais fait la tuberculose auparavant. Donc il est indemne de toute pathologie tuberculeuse. C'est ça l'organisme neuf. Même s'il est vacciné. Même s'il est vacciné. Le vaccin, c'est pour protéger les personnes. Oui. L'histoire naturelle de cette primo-infection tuberculeuse, et on a deux formes. On a la forme patente, elle est de 10%, elle est moins rare. La forme latente de 90%. Le développement des deux formes, tout dépend de l'immunité de l'organisme. Si le sujet est bien immunisé, il va faire la forme latente. S'il n'est pas bien immunisé, il va faire l'infection patente, la forme patente, c'est-à-dire la forme symptomatique. La forme latente, elle se manifeste par un virage de la réaction tuberculinique. Donc c'est un IDR supérieur ou égal à 10 mm, avec absence de tout signe clinique et radiologique. Donc la forme latente, c'est biologique. Vous mémorisez ça. La forme latente, c'est la forme biologique. Elle est la plus fréquente. La forme patente, donc, c'est la forme la moins fréquente. C'est une forme symptomatique. Les signes, donc, elles se manifestent par des signes généraux, asthénie, anorexie, amaigrissement et fièvre. Les signes respiratoires, on a la toux, la douleur thoracique, la dyspnée. Les signes digestifs, on peut avoir une diarrhée, une fièvre, une splénomégalie. Les signes cutanés, on peut avoir un érythème noueux. Les signes oculaires, on peut avoir kératoconjonctivite. C'est pour la forme. Radiologiquement, pour la forme latente, la radio est presque normale. On dit une radio subnormale. La forme patente, on a deux aspects radiologiques fréquents. Le premier, donc, c'est un nodule, comme vous voyez, c'est un nodule presque dans la région axillaire, plus adénopathie médiastinale. Là où il y a les flèches. La première flèche en contact avec le médiastin, donc c'est une adénopathie médiastinale. La deuxième flèche, donc, correspondant au nodule. Il est un peu invisible, c'est difficile de le voir. La deuxième radio, donc, c'est une radio qui présente... C'est quoi la deuxième radio? Donc, c'est un trouble ventilatoire, atylectasie. C'est un trouble ventilatoire dû à la compression d'adénopathie. Donc, il y a une adénopathie derrière cette atylectasie. C'est une adénopathie qui a comprimé les branches, se manifeste radiologiquement par un trouble de ventilation. Ou bien l'atylectasie, c'est le même terme. Trouble de ventilation, atylectasie, c'est le même terme. L'évolution de cette primo-infection, on a l'évolution précoce et l'évolution tardive. L'évolution précoce, on a l'évolution locale et l'évolution générale. L'évolution locale, tout dépend de l'aspect radiologique. Concernant le nodule, soit on a plusieurs éventualités, soit la disparition de ce nodule, soit la calcification de ce nodule, soit l'excavation de ce nodule. Concernant les adénopathies, c'est la même chose. Soit une disparition de cette adénopathie, soit une calcification. Concernant le trouble ventilatoire plus l'adénopathie, deux éventualités, la même chose. Soit régression, soit rétraction de cette atylectasie. Concernant l'évolution générale, c'est la dissémination hématogène en 3 à 6e mois, surtout en cas de défaillance immunitaire. Pour la dissémination hématogène, s'il y a une défaillance immunitaire. L'évolution tardive ou bien les séquelles, il y en a un trouble de ventilation pulmonaire ou bien l'atylectasie comme séquelle.
Certains malades gardent toujours ce séquelle. On a la cicatrisation de la fistule. On a une dilatation des branches, DDB, donc c'est la dilatation des branches. Dernière séquelle qui est le syndrome de Brooke. C'est quoi le syndrome de Brooke? C'est l'association de 3 signes. Le premier signe, c'est la broncolithiase. La broncolithiase, c'est une calcification au niveau des branches. Broncolithiase plus DDB, dilatation des branches, plus hémoptysie. Ces 3 signes-là forment le complexe de Brooke. Comme diagnostic différentiel, comme toutes les pathologies, donc c'est une pathologie qui mime plusieurs pathologies. Donc, devant les signes cliniques de cette primo-infection, quelles sont les pathologies qui miment cette primo-infection? Donc, on a les véroses, on a la fièvre typhoïde, surtout devant la présence des signes digestifs. On va évoquer quand même la fièvre typhoïde. Devant l'érythème noueux, on va évoquer aussi la sarcoïdose. Vous allez voir si normalement vous avez un cours de sarcoïdose. Oui. Et vous voyez que la sarcoïdose, dans sa forme ganglionnaire et d'érythème noueux, la forme cutanéo-muqueuse, ça ressemble aux primo-infections. Et on a la streptococcine, dans sa forme d'érythème noueux. Surtout devant la présence d'érythème noueux, on va évoquer aussi la streptococcine. Devant les signes radiologiques, presque c'est la même chose. On va évoquer la sarcoïdose, les véroses, les lymphomes. Les lymphomes surtout devant la présence des adénopathies médiastinales. Et on a les adénopathies métastatiques, secondaires à un lion primitif localisé quelque part. Ça, c'est le diagnostic différentiel. Comme traitement, je ne vais pas détailler le traitement, parce que normalement, vous avez un cours de traitement de la tuberculose et vous allez voir ça dans le cours de traitement de tuberculose. Donc, il faut connaître que le traitement de la primo-infection tuberculeuse, c'est un traitement de 6 mois. C'est un régime de première ligne, comprend 2 mois de rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et 4 mois de rifampicine plus isoniazide. Les indications de ce traitement. Donc, le traitement de la primo-infection est réservé aux formes symptomatiques, aux formes patentes. La forme latente, on ne la traite pas. On traite uniquement la forme patente. Et comme prévention, c'est très simple. Donc, c'est la vaccination par BCG à la naissance. C'est systématique normalement, quel que soit le poids du bébé, c'est à la naissance. Et le traitement précoce de tout malade bacillifère. On ne va pas laisser un malade bacillifère, donc son traitement. C'est l'essentiel pour la prévention de la primo-infection tuberculeuse. Donc, c'est la BCG et le traitement de tout malade présente une tuberculose pulmonaire. Puisque la forme est contagieuse. C'est la seule forme contagieuse de la tuberculose. C'est la tuberculose pulmonaire. Et merci à tous. S'il y a des questions, je suis là. Madame, pourquoi on ne traite pas la forme latente? La forme, parce qu'elle est asymptomatique. Le sujet ne peut pas transmettre? Pardon? Le sujet ne peut pas transmettre? Non, il n'est pas contagieux. C'est pour ça qu'on ne la traite pas. Quoique, là, le programme, on ne la traite pas. Le programme national anti-tuberculose, on a traité. Mais les étrangers, et les traités par le plan. Ils ont par exemple les pharmacies ou bien les amnésiques contre le qui mettent le truc spécifique de la forme latente, les traités. On a عندنا parce que c'est le programme national. Oui. J'espère bien que je vais suis rapide, mais c'est un cours très simple. Je vais déposer, convertir en PDF.